Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est vendredi et c'est le 27 octobre 2023. Est-ce que c'est une journée importante? Oui, dans le marché, parce que nous, on est gestionnaire de portefeuille. Et naturellement, qu'est-ce que c'était aujourd'hui? Aujourd'hui, c'était l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Et finalement, apparemment, c'est l'indice que la Réserve fédérale américaine regarde le plus pour savoir si augmenter encore les taux ou non. Et puis finalement, c'est sorti quelque chose qui était un peu mixte. La conclusion, c'est oui, tout va bien, mais ça ne va pas aussi bien de ce qu'on pensait. Finalement, au bout de la ligne, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à tomber. Pas beaucoup, mais il est plutôt sur la retraite. Naturellement, il y a entre-temps, vous avez des titres boursiers qui ont eu d'excellents résultats, mais qui se sont mis à tomber. Je crois, c'est quoi, Gary, le titre qui a tombé le plus? C'était Google. Peux-tu le montrer, le graphique? Il a eu d'excellents résultats parce que, vous savez, c'est le troisième trimestre, les résultats du troisième trimestre de l'année. Donc, regardez la chute que Google a fait après la nouvelle qui est arrivée. Donc, elle a perdu, regardez, il était à 138 à peu près, et puis il est à 122 et quelques. Donc, il a perdu, parce que c'est une capitalisation énorme en milliards, donc ils ont perdu énormément de milliards de valeur de la compagnie, enfin, comme capitalisation juste dans l'espace de pratiquement 2, 3 jours. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment négatif? Non. Il y a, comme je vous dis, les résultats financiers sont bons, sont excellents. Et puis, c'est tout simplement, je ne sais pas, il y a comme une fatigue à quelque part. Et puis, voilà, le marché a besoin de se corriger un peu. Mais l'économie va bien, tout va bien. Au Canada, quoi qu'on dise, ça va bien. Et puis, c'est tout. Naturellement, ici, au Canada, on n'a pas augmenté les taux d'intérêt, comme peut-être des gens pouvaient penser. Et en n'augmentant pas les taux d'intérêt, ben, ça a jeté dans la cave, le dollar canadien par rapport au dollar US. Et donc, c'est toujours la même affaire. Finalement, ceux qui sont dans le marché, ils le savent, c'est tout le temps des yo-yo continuels sur tout ça. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la courbe de Laffer. Laffer, c'est un économiste, il est toujours vivant. C'est un monsieur qui a fait sa réputation à partir du début des années 80. Et la courbe de Laffer, c'est la chose suivante. C'est la relation, regardez, théorique, parce qu'on ne sait pas exactement où se placer, entre le taux d'imposition de l'État, donc l'État nous taxe les citoyens, et les recettes fiscales du gouvernement. C'est-à-dire, il y a un point d'équilibre, dit la courbe de Laffer, dans lequel l'État peut augmenter les taxes et il va avoir plus d'argent, ça c'est bien. Mais s'il les augmente trop, ben finalement, plus personne n'a envie de travailler et puis finalement, ben, il va encaisser moins. Ça, c'est la théorie de Laffer. Son graphique à lui, le mien n'est pas si beau, mais si vous regardez dans les références, par exemple, la première référence que Gary vous montre, voyez-vous, ça c'est le graphique de la courbe de Laffer. Et puis, qu'est-ce qu'elle dit, la courbe? Il dit que d'un côté, sur l'axe vertical, vous avez le revenu du gouvernement à cause des taxes, et puis vous avez sur l'axe horizontal le taux d'imposition. Il nous dit que si l'État n'impose de taxes, pas de taxes, ce serait un monde idéal, mais il ne pose pas de taxes, puis le revenu du gouvernement, il n'y en a pas, donc le revenu est zéro. Mais s'il taxe trop, il arrive à taxer 100%, bien, pratiquement, il n'y a plus d'argent dans les poches des citoyens, donc personne n'a envie de travailler si l'État nous siphonne tout. Et ça revient un peu, vous savez, les films, je ne sais pas si aujourd'hui on en fait encore de ces films-là, mais ou des séries. Mais dans le passé, il y avait les séries sur Robin Hood. Et on voyait ce monsieur Robin Hood qui était contre les méchants, donc vous savez, nous sommes en Grande-Bretagne, nous sommes, je pense, dans le nord de la Grande-Bretagne. Et puis finalement, ce Robin Hood trouve que c'est injuste que finalement les gens soient tellement taxés, les fermiers et tout ça, parce que le prince veut faire beaucoup d'argent, parce qu'il a ses projets à lui, et ses ambitions à lui. Et donc finalement, c'était la révolte. Donc Robin Hood fait la révolte contre l'imposition de l'État. C'est ça que ça voulait dire. C'est à peu près ça que ça dit la courbe de Laffer. C'est-à-dire, si tu imposes trop les citoyens, ben, ils tombent en révolte, en quelque sorte, ou ils ne travaillent plus. C'est l'équivalent. Donc voilà. Mais naturellement, il y a un taux d'imposition optimal entre 0 et puis 100%. Ici, c'est marqué ici, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est ce point-là.
Quelqu'un a dit que finalement, ça équivalait à 70%. On peut taxer les citoyens jusqu'à 70% de leurs revenus, mais après, là, il faut arrêter parce qu'autrement, ça commence à tricher, puis ils ne veulent plus suivre. Et donc, c'était 70. Quand est-ce qu'on trouve des cas de 70 et tout ça? C'est qu'on le trouve au temps de M. Reagan. Vous devez savoir que quand M. Reagan est devenu le président des États-Unis, et c'était en 1981, tout le monde riait de lui parce que c'était un acteur et vraiment minable comme acteur. La télévision montrait les films avec lui, acteur, lui et son épouse aussi, Nancy, et puis vraiment comme acteur, là, c'était zéro. Donc tout le monde s'est mis à rire. Mais M. Reagan avait énormément de bon sens. C'était un homme sans culture, mais énormément, enfin, les pieds par terre, là. Il savait de quoi parler. Et donc, juste pour vous donner une idée, pour ceux qui ne se souviennent pas ou n'ont pas l'âge de tout ça, en 1981, il devient le président des États-Unis. En même temps, il y a la grève des contrôleurs d'avions aux États-Unis. Donc, ce sont ceux qui font le trafic des avions. Et donc, pratiquement, cette grève-là arrêtait tous les avions. Il n'y avait plus de trafic d'avions et tout ça. Et c'était très grave pour l'économie. Donc, Reagan, qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux ces gens-là qui font la grève, si vous ne retournez pas au travail d'ici demain, eh bien, je vous congédie tous. Et tout le monde s'est mis à rire. Comment peut-il congédier des contrôleurs d'avions et puis tout ça? En réalité, le soir du lendemain ou de 2 jours après, je ne sais pas exactement, je dis un jour, mais peut-être c'était 2 jours, finalement, il ne retourne pas au travail parce que tout le monde rit de lui. Et finalement, il est congédié, tous congédiés. Et qu'est-ce qu'il a mis à la place? Ben, il a mis les contrôleurs d'avions de l'armée. Et finalement, ces contrôleurs-là ont tous été congédiés, les contrôleurs donc civils, non seulement, mais ils ont été interdits de travailler pour le gouvernement fédéral, et au moins pour 10 ans. Et après 10 ans, ils étaient obligés de demander le pardon du fédéral pour pouvoir travailler encore avec le fédéral. Là, tout le monde a compris que M. Reagan, oui, comme acteur, c'était pas fort, mais il avait son caractère et son bon sens. D'autres aspects de M. Reagan, c'est qu'en 1981, il a inventé, si on dit comme ça, le Reaganomics ici. Et c'est quoi? L'idée, c'est de stimuler l'offre en baissant les taxes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé les taxes d'une façon à les porter à 28%, apparemment sur les 70% qu'ils étaient. Et ça a commencé à créer un boom économique incroyable qui a duré 25 ans pratiquement, avec une création de nombre d'emplois par mois là, qui était vraiment époustouflant. Quand est-ce que ce 25 ans-là s'est terminé? C'est terminé qu'avec la crise des banques en 2007 et 2008, parce qu'elles étaient devenues trop gourmandes finalement, puis se sont mises dans un gros problème. Mais ça, c'était pour M. Reagan. Et naturellement, on dit que Reagan ne lisait pas de livres, rien. Mais il avait apparemment un livre. C'était le livre écrit par monsieur Jean-Baptiste C. Jean-Baptiste C. était un Français. Il est né, regardez, 1767, 1882, c'est ça? 1800, à peu près là. 1832, pardon, autrement ça devient trop vieux. 1832. Donc, voyez-vous, 1767 ou 1832, et c'est un entrepreneur huguenote. Vous devez savoir que les huguenotes étaient pour ceux qui ne le savent pas, étaient des protestants qui vivaient en France. Et puis, finalement, lui a été élevé, entre autres, entre la France et puis Genève. Et puis, lui était pour l'offre. Il disait que, finalement, il suffit d'offrir un service, et puis, si les gens le trouvent intéressant, ben, ça va développer l'économie. Alors que l'État disait le contraire. L'État disait, non, si moi je dépense, ça va créer des emplois. Un peu comme M. Biden en ce moment, ou depuis qu'il a été élu, il dit, on va dépenser beaucoup dans l'infrastructure parce que ça va créer des emplois, et puis finalement ça va relancer l'économie ou ça va continuer à bien aller. En réalité, l'économie américaine va bien pour le moment, et puis il n'y avait pas besoin de faire de cette infrastructure comme telle. Mais l'idée de fond dans le passé était d'endetter l'État pour favoriser, mettons, des travaux pour des routes et puis tout ça. Tandis que pour M. C, il disait non, l'État ne doit pas rentrer là-dedans. L'État, rien. Il favorise simplement la créativité des gens et ne taxe pas. Et en même temps, aide ces gens qui veulent développer un commerce et tout ça à le faire au mieux possible. Et
Il citait le cas à l'époque, dans le cas de M. Reagan, on citait le cas comment dire, d'un immigré qui venait de l'Éthiopie. Donc, il émigre aux États-Unis, éthiopien. Il ne comprend rien, il ne sait rien de ce que c'est les États-Unis, mais il s'aperçoit d'une chose, que les gens ne connaissent pas la cuisine éthiopienne. Donc, lui et sa femme décident à un certain moment d'ouvrir une petite boutique là et puis offrir le manger éthiopien. Et ils ont du succès. Donc, l'idée de fond de M. Reagan, c'est que faisons une offre, comme le cas de ce monsieur éthiopien, et puis la demande arrive parce que les gens trouvent que le souper est bon, enfin le manger qui font les Éthiopiens était bon à l'époque. Je vais vous dire, je ne sais pas c'est quoi la cuisine éthiopienne, à dire la vérité, mais c'était un cas qui était cité en 1981. Et donc, c'était un partisan de l'offre. Et c'est M. Jean-Baptiste C. qui a, je ne dis pas qu'il a lancé comme idée, mais qu'il a vraiment, comment dire, concrètement vécu aussi comme besoin. Parce que sa famille, à lui, avait développé l'industrie du coton, et donc ils avaient beaucoup d'employés, tout ça. Mais c'était l'époque de Napoléon, et Napoléon décide de faire le blocus des États-Unis, c'est-à-dire des États-Unis, de la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne, finalement, ce que voulait Napoléon, il voulait que l'Europe ne transige pas, ne fasse pas du commerce avec la Grande-Bretagne pour étrangler donc finalement l'économie de la Grande-Bretagne. Ça a duré, ça, le blocus, ça s'appelle le blocus continental, de 1806 à 1814. Naturellement, ça a créé un gros problème pour M. C et sa famille, c'est-à-dire plus de coton pratiquement à travailler. Et donc, de là aussi l'idée, moins l'État intervient dans le travail des gens et moins on taxe et mieux c'est. Ça, c'était l'idée. Donc, M. Reagan, c'est ça la théorie qu'il avait appliquée. Est-ce que c'est le seul à avoir dit une chose pareille? Non, du tout. Ici, je vous cite des gens, comme par exemple le concept ancien qui a une limite à taxer les gens. Et ça vient aussi d'un certain monsieur qui s'appelle Ibn Khaldoun. 1332-1406, donc c'est vieux ça. Et c'était un monsieur arabe, et il a inventé beaucoup de choses. C'était en même temps un économiste, un sociologue, un scientifique, enfin beaucoup de choses. Allez le voir, et vous trouvez dans la référence à ce monsieur-là. Et puis ensuite, il y a d'autres l'ont fait aussi. Regardez, vous avez l'Italien ici, Ferdinando Galliani, ici, il a écrit un livre en 1751, Della Moneta, dans lequel lui aussi, il dit que finalement, la taxation, il faut y aller, oui, mais l'État, il faut que mollo, parce qu'autrement, les gens refusent de travailler et de produire et de payer, et ça triche. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça, c'était pour vous dire ce qui était une partie des vedettes. Voilà. Donc, finalement, la courbe de Laffer, qui était ce monsieur Laffer. C'est un monsieur qui donc était économiste pour M. Reagan. Donc, M. Reagan l'engage pour lui donner les conseils, et ce monsieur-là fait baisser les impôts. Mais l'idée de fait, c'est que si on baisse les impôts, est-ce que l'État a assez d'argent pour faire les autres dépenses qu'elle doit faire, imaginez l'armée ou des choses comme ça? L'idée de fond, c'est que moins on taxe, plus les gens travaillent, plus ils payent de taxes, même s'ils sont moins taxés, et ça compense le fait qu'on a baissé les taxes. Ça, c'est la théorie. On disait aussi récemment, M. Reagan, à un certain moment, je pense, M. Trump, excusez. M. Trump, il y a une dizaine d'années, non, c'était combien? Non, une dizaine d'années, c'est trop. C'est de 2015. Oui, mais 2007. Finalement, en 2018, à quelque chose, il y a, mettons, quelques années, M. Trump, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse les taux. Les taux d'imposition. Il a été critiqué parce qu'on trouvait qu'il avait baissé les impôts des entreprises et c'était déjà bas a priori apparemment. Et donc, mais finalement, tout ça a aidé toujours l'économie à avancer. L'idée de fond, c'est que moins on taxe les gens, plus les gens sont producteurs, plus ils payent de taxes et ça compense pour le manque à gagner de l'État. Ça, c'est la théorie qui se symbolise aujourd'hui par la courbe de Laffer. Mais Laffer, justement, quand vous l'écoutez dans les interviews et tout ça, il vous dit, moi, j'ai rien inventé, vraiment rien. C'est simplement parce que j'ai fait la courbe et puis quelqu'un a dit, ah, c'est la courbe de Laffer, et c'est tout. Et voilà. Ça, c'est tout pour aujourd'hui. Ben, bonne journée.